merci à vous. Oui, j'allais dire les relations internationales, pas autant de Richelieu, mais pas Richelieu comme vous l'avez dit. Richelieu est un cas très particulier dans l'histoire de France des 400 dernières années. Il est, avec Clémenceau, le seul Premier ministre qui ait fait toute sa politique sur les relations internationales, sur la politique étrangère. Les premiers ministres en général, bon, on le voit toujours de nos jours, ils s'occupent de l'économie, du social, de la sécurité intérieure, etc., etc. Naturellement, il y a la partie également relations internationales, mais il n'y a que Clémenceau et Richelieu. Je mets De Gaulle à part, hein, parce qu'il était chef d'un gouvernement combattant hors de France. Le rôle n'est pas tout à fait comparable. Mais seuls Clémenceau et Richelieu ont fait toute leur carrière, si l'on peut dire, sur les questions de relations internationales. Avec une différence, parce que Clémenceau a été Premier ministre pendant 1 an et demi, 2 ans. Naturellement, il a mené la France à la victoire. C'est pour ça qu'il est resté également très célèbre dans notre histoire à nous. Tandis que Richelieu, lui, a été Premier ministre. Alors, pendant, on va compter le nombre des années, il est devenu Premier ministre en 1624 et il est mort Premier ministre en 1642. Donc ça fait presque 20 ans, 18 ans en réalité, Premier ministre. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des complots, Dieu sait qu'il y a eu des coups d'État, Dieu sait qu'il y a eu des manœuvres de toutes sortes pour le virer, parce qu'il ne faisait pas que des heureux par sa politique et par sa présence auprès du roi. Mais voilà, il a quand même tenu pendant 18 ans. Et je pense que pour expliquer son succès, je vais vous citer quelque chose qu'a dit le pape, qui était pape en 1642, quand il a appris la mort de Richelieu. Il a appris que Richelieu était mort dans son lit, tout simplement. Alors qu'on s'attendait depuis longtemps à ce qu'il meure empoisonné, poignardé, etc. C'était courant à l'époque. Eh bien, il est mort dans son lit et le pape a dit « Ah bon, Richelieu est mort ?» Et alors sereinement, et avec les sacrements de l'Église, oui. Et il a dit ben, « Alors, si Dieu existe, je suis quand même inquiet pour l'âme du cardinal de Richelieu. » Du cardinal de Richelieu. Mais si Dieu n'existe pas, alors bravo. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que Richelieu, cardinal, a mené une politique qui a été pratiquement tout le temps hostile au pape et à l'Église catholique, alors qu'il était cardinal. Alors, c'est ce qui fait comprendre la réaction scandalisée du pape, qui a souffert pendant des années et des années de ce diable d'homme, et puis qui doit constater que, bah mon Dieu, il a réussi en tout cas sa mort, la fin de sa vie et sa mort, et ce que le pape ne dit pas, c'est qu'il a drôlement réussi, j'avais envie de dire sacrément réussi, mais enfin le pape n'y est pour rien, au contraire, dans la construction d'une France indépendante, d'une France forte, et le travail qu'a fait Richelieu va servir de base à l'hégémonie française de l'époque de Louis XIV. Bon, d'ailleurs, Louis XIV avait une vénération pour Richelieu, et il faisait collectionner, c'est pour ça aussi qu'on connaît très bien Richelieu, parce que vous savez, beaucoup d'archives, de papiers, on ne les a pas forcément gardées dans l'histoire. Mais Louis XIV avait fait rassembler, collectionner par son Premier ministre Colbert, qui lui ne s'occupait que de la politique économique et de la politique intérieure, il avait fait rassembler tout ce qu'il pouvait trouver d'archives personnelles, publiques, diplomatiques, etc. de Richelieu, et ça nous permet de bien le connaître. Alors, après vous avoir dit ça, et avant de regarder alors plus en détail ce qu'il a fait, tout à fait à la fin, je vous ferai un petit bilan. Qu'est-ce qu'il a fait et laissé pour la France, de positif et de négatif. Et puis, la même chose à l'échelle de l'Europe, parce que Richelieu s'inscrit avec une force qu'on n'avait pas connue jusqu'à son époque, dans un cadre géographique, culturel, qui est celui de l'Europe, et de l'Europe par elle-même, en elle-même, et de l'Europe par rapport aux autres continents. Mais avant d'en arriver là, moi je vous propose qu'on parle un tout petit peu d'abord de sa biographie, qui il est,
comment est-ce qu'il est devenu cardinal, comment est-ce qu'il est devenu Premier ministre, et puis après, eh bien, on va parler de ses méthodes, je pense que ça vous intéresse au plus haut point. Comment ça se fabrique, ces relations internationales à cette époque. Je pense que vous serez assez étonnés de voir l'extraordinaire ressemblance, technologie mise à part, qu'il y a entre les conceptions qu'on pouvait avoir il y a 400 ans et puis aujourd'hui. Alors, Richelieu, il naît en 1585. Alors, en 1585, on est en France à peu près au plus fort de ce qu'on appelle les guerres de religion. Les guerres de religion, elles ont commencé à l'époque de François Ier, dans les années 1535. Donc, lorsque Richelieu naît en 1585, eh bien, hélas, les guerres de religion, elles durent toujours et elles n'ont fait que s'intensifier. Alors, ces guerres de religion, c'est quoi? Ben, c'est le fait qu'est apparu à l'intérieur de l'Église catholique, qui était très critiquée, y compris par de très nombreux membres de l'Église catholique, qui disaient les évêques ont une attitude, des comportements scandaleux, les abbés, les abbesses, etc. Et ce n'est pas digne de l'Église, ce n'est pas digne de l'exemple qu'ils doivent donner. Il y en avait combien qui étaient mariés? Il y avait une abbesse qui était très célèbre, que d'ailleurs couchait avec Henri IV, et elle était très fière parce qu'elle avait eu 12 enfants de 12 pères différents. Hein? Et les plus jeunes étaient avec elle à l'abbaye qu'elle occupait près de Pontoise. Alors l'abbaye, ben, c'était une rente pour elle, c'était commode, il y avait de l'argent, il y avait des dons, on menait joyeuse vie, et elle ne voulait que des filles de la noblesse avec elle. Hein. Donc ça, c'était des mœurs qui étaient extrêmement courantes, et voyez là, encore à l'époque de Henri IV, c'est-à-dire dans les années 1600. Alors, 100 ans avant, il a commencé à y avoir un mouvement de contestation, il y en avait déjà eu pas mal, mais ce mouvement de contestation, eh bien, il a percé, il a réussi. Alors, il y a eu d'abord dans ce qu'on va appeler l'Allemagne, même si l'Allemagne politiquement n'existe pas à cette époque, quelqu'un qui s'appelle Luther, qui est un moine, qui critique l'Église et qui finit par fixer un certain nombre d'orientations nouvelles que l'Église catholique n'accepte pas, et ça finit par provoquer un schisme religieux. Alors, ça, j'allais dire, nous baignons dans les histoires de schisme en ce moment. Je veux dire, c'est tout à fait analogue, c'est la même chose. Et donc, il y a à un certain moment, catholique d'un côté, luthérien de l'autre. Et le luthérianisme a beaucoup de succès en Allemagne, et il provoque des guerres inexpiables, parce qu'entre religions, on prend un grand plaisir à se massacrer, et on finit par faire un compromis. Et le compromis, il décide que les princes, ils ont tous les droits. Ils choisissent la religion qu'ils veulent, et les sujets, ils doivent suivre la religion du prince. Voilà. Donc un principe qui dit, celui qui dirige une région impose sa religion à tous les habitants de cette région. Si les habitants ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Alors ça finit par pacifier à la fin des années 1570 l'Allemagne avec ce compromis. En France, il n'y a pas de compromis. Alors d'abord, ce n'est pas Luther, c'est Calvin qui est le porteur de ces nouvelles idées et qui crée une variété de schisme, de protestantisme qui va donner lieu à ce qu'on va appeler le calvinisme de son nom. Et les querelles entre calvinistes et catholiques se déchaînent donc encore jusque pendant ces années 1585. Alors il faut également imaginer un peu ce que c'est. Un seigneur, parce que les seigneurs ça compte, hein. Un seigneur, ça change de religion comme de chemise. Vous savez, on a toujours Henri IV, hein, c'est un personnage illustre, brave, né à Pau, il avait un accent gascon, il sentait mauvais, il puait l'ail, etc. Et puis, il aimait les femmes, d'accord. Alors, Henri IV, il a changé 6 fois de religion. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment des questions de dogmes très profondes. Mais c'était très souvent de l'opportunisme. Il y avait des gens qui étaient profondément croyants, qui étaient très attachés du côté catholique comme du côté calviniste. Et là, alors aussi, les massacres allaient bon train.
Ça, c'est un premier point, c'est le fait qu'il faut bien dire un peu de l'opportunisme, quelquefois, des nobles. Voilà. Et puis ensuite, il y a un deuxième fait, c'est que très souvent, les divisions religieuses, elles se font, on ne sait pas pourquoi, hein, mais elles se font à l'intérieur d'une même famille. Vous avez des familles dans lesquelles il y a des catholiques et il y a des protestants. Alors, ou bien on se déteste au point de dire « je ne te verrai jamais plus, tu n'hériteras pas de ce que je possède, et je vais te traîner devant les tribunaux, et si j'ai l'occasion de te tuer au coin de la rue, je le ferai volontiers. » Et d'autres dans lesquels, vis-à-vis de l'extérieur, on a des opinions qu'on affiche, et puis à l'intérieur, quand on se réunit le soir à la veillée ou pour les fêtes familiales, on est là entre gens de religions différentes et on discute, on plaisante éventuellement, enfin des comportements qui sont des comportements extrêmement courants à cette époque. Richelieu lui-même, dont nous allons parler, cardinal de Richelieu, sa famille paternelle était catholique et lui est resté catholique puisqu'il est même devenu cardinal. Mais toute la famille de sa mère était protestante. Bon, ça ne l'a pas trop gêné. À un certain moment, quand il est devenu Premier ministre, il a dit aux oncles, aux tantes qui étaient restés protestants, ça serait quand même bien que vous vous convertissiez au catholicisme. Alors quelques-uns ont dit d'accord, si tu veux, on le fait, ça ne nous gêne pas. Et puis il y en a d'autres qui, mordicus, ont refusé, disant non, non, moi je suis né protestant, j'ai été élevé protestant, je reste. Et puis si ça ne te plaît pas, mon neveu, ça sera le même prix. Et ça n'a pas empêché de leur donner des fonctions officielles, parce que la famille, c'était quand même très important. Donc, il naît en 1585, au plus fort des guerres de religion. Son père est un noble de la région la région intermédiaire entre le Poitou et la Touraine. La région, aujourd'hui, elle comporte une petite ville, j'hésitais entre village et ville. Bon, une petite ville qui s'appelle Richelieu, dans le département d'Indre-et-Loire. Cette ville n'existait pas quand Richelieu, le cardinal, est né. C'est le cardinal qui l'a créée. Il a voulu avoir une ville en son nom. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs. Hein. J'ai ma ville. Il l'a créée, mais il l'a créée dans une zone qui est une zone complètement aride. Ça fait partie, peut-être que quelques-uns d'entre vous aiment bien le fromage de chèvre, et il y a un fromage de chèvre qui s'appelle le Sainte-Maure. Hein. Et le Sainte-Maure, il pousse sur un plateau qui s'appelle le plateau de Sainte-Maure, qui est complètement aride. Hein. Et Richelieu, ça se trouve sur ce plateau de Sainte-Maure. Donc il n'y avait franchement pas beaucoup d'argent à faire à partir de ce plateau de Sainte-Maure. D'ailleurs, le père du cardinal, c'était un fiefé brigand, un assassin. Et il a fini par s'engager dans le service du roi, le roi Henri III, parce qu'il avait un bon coup d'épée. Et le roi Henri III lui a donné des fonctions importantes, une sorte de préfet de police de l'époque. Bon, donc tout va bien. Et petit à petit, ça permet de monter la fortune de la famille. Sauf que ça ne dure pas éternellement, parce que le père meurt en 1589, alors que donc, notre Richelieu, il a juste 7 ans. La mère est en face de beaucoup de difficultés, mais c'est quand même une forte femme, et elle élève ses enfants. Il y a 2 filles et 3 garçons. Alors, parmi les 3 garçons, notre Armand, c'est son prénom, enfin il s'appelle exactement Armand Jean. Alors on l'appellera Armand de Duplessis de Richelieu par la suite. Et notre Armand, c'est pour son malheur le plus jeune. Alors il y a le frère aîné, ben, c'est celui qui aura les titres nobiliaires et qui aura l'argent. Et puis il y a le deuxième, alors celui-là, on va le mettre en religion. On va le mettre en religion, on a obtenu qu'il y ait un évêché qui soit donné. Alors c'est l'évêché de Luçon. Vous n'avez probablement pas idée de où est Luçon. C'est pas très loin de La Rochelle. Et Richelieu, notre Richelieu cardinal plus tard, dira c'était l'évêché le plus crotté de France. En tout cas, c'était certainement le plus misérable. C'était un tout petit bout d'évêché, mais c'était quand même un évêché. Et le troisième, donc, il est quoi? Ben, c'est un cadet. Vous savez, on parle des cadets de Gascogne qui avaient juste leur épée pour subsister. Ben, lui, c'est un cadet du Poitou, un cadet de Touraine, si vous voulez. En fait, ça vaut pas mieux. Alors, qu'est-ce qu'il apprend
Ben, il apprend les bonnes manières, c'est quand même très important. Il apprend à danser, qu'est-ce que c'est important. Il apprend surtout l'équitation et il apprend l'escrime et l'art des armes. Bon, et puis il arrive comme ça à l'âge de 17 ans et il commence à essayer de se pousser à la cour du roi. Alors ça n'est plus Henri III, c'est Henri IV maintenant. Mais Henri IV, là, on va dire à la bonne. Hein, il trouve qu'il est sympathique. Et puis il y a le frère aîné qui est là aussi et qui remorque son petit frère. Donc tout semble aller très bien. Tout semble aller très bien. Sauf que le numéro 2 des frères décide que non, finalement, il ne veut pas être évêque. Il veut s'enfermer dans un couvent. Alors que va faire la famille? Elle va perdre l'évêché de Luçon. Alors Armand-Jean n'a pas besoin que sa maman lui explique son devoir. Il décide tout de suite d'abandonner le métier des armes, la danse, l'équitation, etc. et d'entreprendre des études de théologie. Ces études de théologie vont lui permettre d'être sacré évêque et de pouvoir ainsi garder l'évêché de Luçon, même si c'est le plus gros. Alors, il fait très bien son métier d'évêque, mais ensuite il n'a qu'une envie, c'est de devenir quelqu'un d'important dans le service de l'État. Et il essaie de trouver le moyen de progresser là-dedans. Alors on le voit intrigué, et il a la chance de rencontrer sur son chemin, alors on le voit dans cette galerie, voilà le Père Joseph, drôle de tête. Hein. Alors le Père Joseph, c'est un capucin mystique. Hein. Mystique, et Richelieu, merci beaucoup, lui fait le coup de la mystique. Et le Père Joseph devient, alors je vais dire amoureux de Richelieu en tout bien tout honneur, amoureux et admiratif. Et il se dit, ce jeune Richelieu, ce jeune évêque, est un type absolument sensationnel, et je vais l'aider à se pousser dans le monde. Et pour le pousser dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut le recommander à Henri IV, et puis quand Henri IV meurt en 1610 sous le couteau de Ravaillac, nous savons tous ça, à ce moment-là, de le recommander à sa veuve qui exerce la régence et qui s'appelle Marie de Médicis. Marie de Médicis. Voilà. Alors, donc, était la femme légitime, hein, celle-là, c'était pas une maîtresse, de Henri IV, et qui a donné naissance à 6 enfants, parmi lesquels le fils aîné sera le roi Louis XIII à partir de l'assassinat de Henri IV. Bon, Louis XIII est trop petit pour régner, il a juste 9 ans quand son père est assassiné, et c'est donc Marie de Médicis qui exerce la régence. C'est les lois habituelles dans la France royale pendant des siècles et des siècles. Et elle vient de Florence. Hein. Les Médicis, c'est une grande famille de Florence, c'est la famille régnante. Il y a déjà eu avant elle une dame, une reine de Médicis qui s'appelait Catherine de Médicis, qui a laissé un très mauvais souvenir dans l'histoire à cause de sa participation aux guerres très troubles, aux guerres de religion. Et Henri IV n'avait pas trop envie d'épouser Catherine de Médicis parce qu'il disait on a déjà eu une Médicis, 2, ça va faire beaucoup. Mais il devait beaucoup d'argent au grand-duc de Médicis et donc finalement ça lui permettait d'effacer ses dettes et puis aussi de pouvoir avoir une dot supplémentaire grâce à sa présence. Alors, Marie de Médicis, en fait, elle a confié tout le gouvernement, alors je suis désolé, à un Florentin qui est arrivé avec elle qui s'appelle Concini. Voilà. Et Concini est donc le patron du gouvernement, le bras droit de Marie de Médicis. Et par conséquent, Marie de Médicis recommande Richelieu à Concini. Et Concini va finir par faire de Richelieu un ministre. Il le fait entrer dans son gouvernement en 1616. Et Richelieu va être pendant presque une année un ministre important du gouvernement de Concini, chargé de la sécurité intérieure, une sorte de ministre de l'Intérieur, si vous voulez, d'aujourd'hui, et surtout, il est ministre de la guerre et des affaires étrangères. Et Richelieu, à ce moment-là, a une analyse qui est toute simple. Il dit, la France, à cause des guerres de religion et des séquelles des guerres de religion, est aujourd'hui en Europe une puissance de seconde zone. Et cette puissance de seconde zone, elle est complètement étranglée à l'intérieur des griffes de ce qui est la superpuissance européenne de l'époque, la superpuissance, qui est ce qu'on appelle la maison de Habsbourg. Alors la maison de Habsbourg, c'était à la famille de Habsbourg. C'est une
famille royale, même impériale. Cette famille, elle a été illustrée par le très fameux Charles Quint, l'empereur, le grand empereur Charles Quint, l'ennemi de François Ier, celui qui a capturé François Ier. Et Charles Quint avait à la fois des ascendances du côté de l'Autriche, mais également des ascendances françaises. Et il possédait, du fait de ses ascendances françaises, tout ce qu'on appelait les Pays-Bas, la Bourgogne, la Franche-Comté, la région de Besançon, etc. Mais en plus, il était roi d'Espagne, et l'Espagne avait les Amériques. Et donc, il y avait une superpuissance. La superpuissance de l'époque, hein, c'est la maison de Habsbourg. Alors, le fils de Charles Quint avait trouvé que c'était tellement lourd qu'il avait décidé de partager le territoire en deux. Et donc, il y a eu désormais les Habsbourg d'Allemagne, je disais d'Autriche, et puis il y avait les Habsbourg d'Espagne. Mais ils passaient leur temps à se marier entre eux, hein, de toute façon, et il y avait une alliance extrêmement forte. Le fonds de commerce de la maison de Habsbourg, c'était la défense du pape et de la catholicité. Et donc, ils étaient intervenus pendant les guerres de religion de façon massive en France, aux côtés des catholiques les plus acharnés dans la lutte contre le protestantisme. Et il y a eu plusieurs années dans lesquelles des troupes espagnoles tenaient garnison à Paris. Parce que la majorité de la population parisienne était d'accord, ne voulait pas du protestantisme, etc. Alors, Henri IV a fini par les mettre dehors, mais la puissance de la maison de Habsbourg est considérable. Et Richelieu, tout évêque qu'il soit, tout bien disposé qu'il soit à l'égard du catholicisme, dit il y a quand même quelque chose qui est l'intérêt des princes, et le prince que je sers, c'est le roi de France, et les intérêts des princes n'ont rien à voir avec la religion. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose de très nouveau, très très nouveau, et, mais il le proclame, et il fait la guerre à des États catholiques, c'est-à-dire notamment à l'Espagne, il leur fait la guerre, avec des alliances avec des États protestants. Bon. Il cesse d'être ministre en avril 1617, c'est pas sa faute, mais Consigny a exagéré, et Louis XIII, le petit Louis XIII, qui a 16 ans, le fait assassiner. Hein? Décide qu'il est temps qu'il soit roi. Ah ben c'est les procédés des Médicis aussi. Hein? Il le fait assassiner. Et sa mère, Marie de Médicis, a le droit d'être exilée au château de Blois et de ne plus reparaître à Paris. Alors ça, c'est un sale coup pour Richelieu, parce qu'il était très lié à Consigny, à Marie de Médicis. Et donc, il va passer, on ne va pas rentrer dans les détails, et il va passer 7 années de traversée du désert. Hein, c'est quand même long. Et il se dit, comment est-ce que je pourrais revenir au pouvoir? Bon, passons sur les intrigues. Il fait surtout une analyse qui est la suivante. Il dit, le thème de l'indépendance nationale, c'est le thème majeur aujourd'hui. C'est le thème majeur, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais moi, c'est mon créneau, il fait un marketing politique. Et pour réaliser son ambition, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait écrire par des amis, ben, je dirais journalistes ou écrivains de l'époque, il fait écrire des gros pavés, où il fait écrire ce qu'on appelle des feuilles volantes, c'est des tracts, où il fait écrire des opuscules de 50 pages ou 60 pages, dans lesquels on explique que les malheurs de la France, c'est qu'on est divisé sur le plan religieux et qu'on donne le pas aux affaires religieuses sur les affaires qui sont les affaires civiles, les affaires temporelles, les affaires nationales. Et il dit, voilà, ça c'est un bon... Lui, il ne dit rien, mais il fait dire, voilà, c'est ça un problème, et il faudrait qu'émerge en France un parti des bons Français. C'est pas gentil pour les autres. Hein. Et donc, ses amis écrivent, voilà, il faut que se constitue un parti des bons Français, et il commence à dire, il y a un homme qui pourrait l'incarner, le présider, le diriger, il s'appelle l'évêque de Luçon, monsieur de Richelieu. Bon, inutile de dire que ça provoque les haines, à un moment on lui prépare même un procès politique, on le bannit de France, on l'envoie à Avignon, Avignon qui est une terre du pape, pas une terre française. On passe sur les détails, et il finit par arriver à
déconsidérer les gouvernants qui sont là avant lui, les premiers ministres qui sont avant lui, qui subissent des échecs à l'extérieur, et c'est ainsi qu'en 1624, il parvient à se faire nommer Premier ministre par Louis XIII. Alors, Louis XIII ne le nomme pas de bon cœur Premier ministre, parce qu'il a le souvenir du fait que Richelieu, il était l'homme de Consigny, à l'époque où Consigny croyait diriger le gouvernement. Mais Richelieu lui dit, écoutez, nous sommes dans une sale situation. Nous sommes dans une sale situation parce que l'Espagne nous encercle, et elle nous encercle de plus en plus. L'Espagne a un traité d'alliance avec la République de Gênes. L'Espagne contrôle Milan et le Milanais. Et l'Espagne est en train de repousser les Suisses, les cantons suisses, pour pouvoir utiliser un certain nombre de vallées suisses pour pouvoir faire passer ses armées directement vers l'Autriche. Je ne vais pas vous assommer avec les noms, mais il y a une véritable guerre pour le maintien de la liberté de passage dans ces libertés de passage civiles, non armées, dans ces vallées, et les prédécesseurs de Richelieu trouvent le moyen de gâcher toutes les occasions et de perdre cette guerre. Donc la période est vraiment critique, et d'autant plus critique que en 1618 viennent de recommencer les guerres religieuses en Allemagne. Et donc la France se trouve là, ballottée, avec également des choix à faire. L'Espagne lui dit viens avec nous, après tout tu es la fille aînée de l'Église. Et puis il y a un argument supplémentaire, c'est que Louis XIII a épousé la sœur du roi d'Espagne, et que le roi d'Espagne a épousé la sœur de Louis XIII. Donc on est beaux-frères, 2 fois beaux-frères. Hein. Alors est-ce qu'on va se faire la guerre ou pas? Eh bien, Richelieu dit, on ne va pas faire la guerre ouverte, mais il faut petit à petit desserrer l'emprise de la maison d'Autriche. Et il dit à Louis XIII, qui n'est peut-être pas un roi très intelligent, mais qui est un roi qui est très soucieux de sa grandeur, et il lui dit, si vous ne le faites pas, eh bien vous resterez un roi de second rang ou de 3e rang dans l'histoire de France. Alors Louis XIII accepte le pacte que lui propose Richelieu, et à partir de 1624, Richelieu va donc agir pour desserrer cette emprise. Alors quels sont les moyens qu'il utilise? Alors d'abord, comme Louis XIII se méfie de lui, toujours pour les raisons que je vous ai dites, Louis XIII l'a nommé Premier ministre, mais avec interdiction de correspondre avec les ambassadeurs. C'est facile, hein? Mais c'est pas grave pour Richelieu. Richelieu accepte du moment qu'il est Premier ministre, et il se constitue un réseau de diplomatie parallèle de tout premier ordre. D'abord, il recrute lui-même un certain nombre d'ambassadeurs libres, si on peut dire, parmi les meilleurs. Bon, ça ne veut pas dire que les ambassadeurs traditionnels soient des nuls, mais enfin, bon, il les laisse faire leur petit boulot, et lui, il utilise des ambassadeurs extraordinaires, des plénipotentiaires, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il se trouve qu'il y a un certain nombre de Français qui sont négociants et qui vont commercer dans des pays étrangers. Il y a beaucoup de Français en Espagne, par exemple. Hein, on considère qu'il y en a peut-être presque 1 million à cette époque, dont 500 000 rien qu'à Cadix. Cadix, c'est l'endroit où arrivent les flottes espagnoles chargées de l'or des Amériques. C'est toujours intéressant. Alors, il y a beaucoup de Français, il y a même des théâtres qui jouent en français, etc. Et les Espagnols disent, ces Français, là, ils exercent des petits métiers, ils sont coiffeurs, cireurs de chaussures, etc. Mais en attendant, ils nous piquent notre or. Et ils le font venir en France. Et en France, il va être utilisé contre nous. Donc, il y a des forts sentiments anti-français. Et Richelieu réplique en utilisant tous ces commerçants. Et alors, tous les commerçants qui vont faire du commerce alors dans des terres plus lointaines que ça, par exemple ceux qui vont à Istanbul, ceux qui vont en Russie, ceux qui vont dans les Amériques, systématiquement ces commerçants, quand ils reviennent, allez hop, vous venez à Paris et puis vous faites votre rapport au cardinal de Richelieu. Vous lui racontez ce que vous avez vu. Alors il a comme ça des informateurs formidables. Ceux qu'il préfère, c'est ceux qui sont les plus actifs sur la mer. C'est pour ce qui est de la Méditerranée, c'est les Marseillais. Et même si quelquefois ils amplifient les choses, ils racontent des histoires, il lui arrive de se plaindre hein, en disant les Marseillais, ils exagèrent souvent. Mais enfin, il fait des recoupements aussi. Et puis de l'autre côté, au nord, il y a les gens de Saint-Malo surtout, en direction des Amériques. Et Richelieu attache tellement d'importance
à ce commerce et à ce que ça peut donner, à la fois comme ressource, mais également comme moyen d'information, qui va commencer à créer les premières colonies. Il envoie le dénommé Champlain créer Québec et Montréal. Il envoie une expédition créer le premier comptoir de Dakar, au Sénégal. Il envoie une expédition à Madagascar, où on crée un poste qui s'appelle Fort Dauphin, Dauphin du nom du dauphin qui est le fils aîné du roi. Donc il saisit l'intérêt de tout ça. Alors ça c'est une catégorie d'informateurs qui est extrêmement précieuse pour lui. Il en a une troisième qui est également de tout premier ordre, c'est celle de ce fameux Père Joseph. Le Père Joseph est un capucin très connu. Et Richelieu lui demande de mobiliser les moines capucins de toute la chrétienté à son service. Et comme le Père Joseph est très connu, c'est un mystique respecté, eh bien il parvient à entraîner, bon, je veux dire 80% des capucins, qui deviennent des informateurs de Richelieu. Il faut le faire quand même. Hein. Et donc il bénéficie de ces trois réseaux, qui sont des réseaux, on va dire, officiels. Hein. Ce n'est pas caché. Maintenant, il y a un quatrième réseau qui, celui-là, est caché, qui est les espions. Alors Richelieu est passé maître dans l'art de constituer, d'entretenir, de se faire un réseau d'espionnage de tout premier ordre. Alors, il a des espions en Espagne, au Portugal, en Allemagne, etc. Il en a absolument dans tous les pays européens. Et il sait les utiliser, il n'est pas le seul. Mais il a un réseau de tout premier ordre pour lequel même les gens qui avaient des réseaux d'espions bien constitués, comme le pape, comme Venise, comme Florence, sont admiratifs devant l'efficacité de Richelieu. C'est ce qui va permettre d'ailleurs à Richelieu de déjouer tous les complots qu'il y a contre lui. Hein, parce qu'il y a des espions, parce que les Français parlent toujours trop. Hein, ça, c'est ce qu'il dit à l'époque, les Français parlent toujours trop. Et puis on se vante, hein, vous savez, on a juré le secret, puis on rencontre au cabaret un copain, on lui dit « Attends, ce que je vais te dire, c'est archi secret, hein, tu ne peux pas le répéter à personne. » Non, non, bien sûr. Eh bien, tu sais, alors je suis dans le coup d'un complot contre Richelieu. Ah bon, on raconte comment ça va se passer, et on raconte. Et alors ça finit par arriver aux oreilles de Richelieu. Bon, en tout cas, lui a de très très bons espions à sa solde, et pendant tout son règne de Premier ministre, il va réussir toute une série de très jolis coups, je dirais, de politique étrangère, d'assassinats, de contre-complots, de tout premier ordre. Pour vous donner quelques exemples, le Portugal et l'Espagne ne forment qu'un seul État à cette époque. Eh bien, il réussit à faire révolter les Portugais, qui deviennent en 1640 indépendants de l'Espagne. C'est fini, on ne te connaît plus. Hein. Et du coup, ça pose des problèmes aux Espagnols, parce que le Brésil, c'était portugais. Ça reste portugais, il n'est pas question qu'ils fassent cause commune avec les pays, les colonies espagnoles d'Amérique. Non, non, on est portugais, on reste portugais. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, il réussit à soulever les Catalans. Vous me direz, c'est peut-être pas très difficile, mais enfin, les Catalans donc proclament leur indépendance par rapport à Madrid. Hein, vous voyez, c'est pas nouveau. Hein, c'est 1640. Mais ils ont quand même besoin d'un roi. Alors il demande à Louis XIII de bien vouloir accepter d'être comte de Barcelone, et donc le souverain de Barcelone. Ça va durer un certain nombre d'années. Bon, la France après elle connaît des temps difficiles, elle n'a pas suffisamment d'hommes à envoyer à Barcelone, mais au passage on arrive quand même à piquer Perpignan et le Roussillon à l'Espagne, parce que la Catalogne française était espagnole. Donc là aussi, révolution, campagne militaire, etc. Et la prise de Perpignan, ça a été une des dernières grandes joies de Richelieu. Donc voilà les principaux moyens qu'il utilise sur le plan diplomatique. Maintenant, on ne fait pas de diplomatie si on n'a pas de l'argent et une armée. Alors de l'argent, il n'y a pas de pacte de stabilité à l'époque, et Richelieu s'en fichait éperdument. C'est ce que je vous disais tout à fait en préambule. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la politique extérieure. Et donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Classique,
plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts, plus d'impôts. Hein. Et donc la pression fiscale devient gigantesque, avec comme résultat qu'il y a des révoltes fiscales sans arrêt. Il y a ce qu'on appelle les croquants qui se révoltent dans une région, dans le Lot, le Quercy. Il y a les va-nu-pieds en Normandie. Il y aura plus tard les bonnets rouges, mais ça c'est à l'époque de Louis XIV en Bretagne. Et vous voyez, là encore, c'est pas nouveau. Et donc ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors Richelieu, tantôt, on supprime l'impôt dans la région qui s'est révoltée, ou bien on envoie l'armée, et puis on pend les trublions. Ou alors, s'ils ne veulent pas être pendus, qu'ils acceptent de s'engager dans l'armée. Hein. Alors souvent, effectivement, ils préfèrent s'engager dans l'armée qu'être pendus au coin du chemin. Mais une pression fiscale effroyable. On calcule que pendant la période de Richelieu, la pression fiscale a été multipliée par 4. C'est énorme, multiplié par 4. Ce n'est pas augmenté de 10%, de 15%, de 20%, c'est multiplié par 4. Et il y a un moment où ça ne suffit plus. Alors le résultat, c'est qu'on emprunte, on emprunte, on emprunte, on emprunte. L'État emprunte auprès de qui veut bien prêter à la France. Bon, on trouve toujours des banquiers qui se disent la France, elle sera toujours solvable. Ça va être difficile, ça va traîner un peu, mais on peut toujours lui prêter. Et quelquefois, quand Louis XIII est trop malade, parce que Louis XIII est un grand malade, quand Louis XIII est trop malade pour prendre une décision, Richelieu engage toute sa fortune personnelle pour pouvoir emprunter, ce qui est bien. Bon, dans l'autre sens, évidemment, il confond quelquefois sa fortune privée et les caisses de l'État. Mais lorsqu'il y a vraiment des moments de crise, comme par exemple au moment de la révolte de La Rochelle et qu'il faut aller mettre le siège devant La Rochelle, Louis XIII est malade, on n'a pas d'argent, et il fait le tour des banquiers, la plupart des banquiers sont d'ailleurs protestants, qu'il connaît, et il dit, ben voilà, écoutez, sur ma parole, sur tout ce que j'ai, j'emprunte le maximum possible. Donc, il faut de l'argent. Encore une fois, il se fiche éperdument des moyens. Tous les moyens sont bons à partir du moment où il faut venir de l'argent. Alors à l'époque, on parle beaucoup de réformes. Vous savez, je crois qu'en France, on a toujours parlé de réformes. Alors il y a des commissions de réforme, il y a des projets de réforme. Il y a une réforme générale, hein, alors qui est prévue sous l'égide du ministre de la Justice de l'époque. Et c'est un homme, c'est pas une femme. Mais alors, on va réformer la politique pénale, on réforme les codes de commerce, on réforme les tribunaux de commerce, on réforme également tout ce qui concerne la fonction publique. Enfin, c'est une réforme générale. Lorsque le projet est présenté à Richelieu, il dit c'est absolument formidable. Je plaide auprès du roi pour l'adoption de ce projet. Donc, on adopte le projet, et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? On dit, mais étant donné les circonstances politiques, les relations internationales, etc., le moment n'est pas venu. Dès que le moment viendra, on l'appliquera. Puis le moment, 400 ans après, il n'est toujours pas venu. En tout cas, sur la base de ce projet de réforme complète. Donc, à l'intérieur, l'argent et les projets de réforme, on s'en fiche. Et puis ensuite, il faut une armée. Alors, le problème français à cette époque, c'est qu'il n'y a pas d'armée. Pas d'armée. Quand le roi a besoin de troupes, il fait deux choses. D'une part, il appelle la noblesse. En principe, c'est la noblesse qui fournit des soldats. Les nobles de l'époque, il y en a qui sont bagarreurs, il y en a qui savent faire la guerre, et puis il y en a beaucoup qui n'ont aucune envie d'exposer leur vie pour ça. Et donc, de plus en plus, on embauche des mercenaires. Alors on va chercher des Suisses, ça ils veulent bien, mais les Suisses, vous savez, point d'argent, point de Suisse. Et les Suisses, il faut les payer, et les payer d'avance, hein, comptant et d'avance. On va chercher des mercenaires flamands. Alors les flamands, on les aime bien, ils sont bons, mais il faut là aussi les payer. Et puis, on va souvent chercher des mercenaires allemands. L'Allemagne est tellement troublée qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à être mercenaires. Bon, tout ça, ça donne éventuellement des bonnes troupes, mais il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent sans arrêt. Et puis, ce qu'il faut, c'est aussi avoir des bons chefs. Alors, assez souvent, les chefs des mercenaires, c'est des gens aguerris. C'est des bons soldats ou généraux, etc. Et côté français, il faut le dire, ils sont nuls. Les généraux sont nuls. Alors, Richelieu ne sait pas comment faire. Alors il pense avoir une idée géniale qui est de dire
Ben, c'est très bien, on va mettre 2 généraux pour la même armée. Et ils vont commander à tour de rôle, chaque jour. Moi, je commande le lundi, toi, tu commandes le mardi, moi, je commande le mercredi, etc. Alors, c'est absolument dramatique parce que, par exemple, vous faites le siège d'une ville. Bon. Et puis, dimanche, on dit, bon, ben, le siège, ça va, la ville va tomber. Alors, moi, je commande mardi, donc on va donner l'assaut mardi. Mon collègue, il n'est pas du tout d'accord, il rumine, il passe la nuit à ruminer. Et donc, le lendemain matin, le lundi au petit matin, c'est lui qui est le commandant, et il dit aux troupes, allez, on y va, allez, on prend d'assaut la ville. Bon. Voilà le genre de catastrophe qui arrive absolument sans arrêt. Et Richelieu va finir par arriver à créer une armée, hein, mais ça va mettre 10-15 ans, hein, une armée entraînée, une armée aguerrie, mais pendant toute l'époque où il fait la guerre, c'est-à-dire les défaites sont beaucoup plus nombreuses que les victoires. Alors, comment se fait-il que la France grignote quand même les positions des Espagnols de la maison d'Autriche? C'est faisable pour 2 raisons. Alors, la première raison, c'est que pendant des années et des années et des années, on fait se battre d'autres pays pour notre compte. C'est ce que Richelieu appelle la guerre couverte. Alors, on donne de l'argent aux Hollandais pour qu'ils fassent la guerre aux Espagnols. On donne de l'argent aux Suédois, qui à l'époque sont particulièrement belliqueux, pour qu'ils aillent ravager l'Allemagne contre la maison d'Autriche. On va chercher le Danemark, même chose. On va chercher le souverain de la Saxe, même chose. Le cas échéant, on ne va pas se gêner pour aller chercher le Turc. Et on dit aux Turcs, allez attaquer par exemple l'Autriche à revers dans les régions de la Hongrie. Et ce qui se passe, c'est que il y a bon nombre de Hongrois, de nobles Hongrois, qui sont tout à fait d'accord. Ils préfèrent le Turc aux catholiques d'Autriche. Pourquoi? Parce que toute la partie est de la Hongrie, elle s'est convertie au calvinisme, et l'empereur d'Autriche, lui, évidemment, il voudrait les ramener au catholicisme. Alors ça devient plutôt le sultan que le pape. Et donc l'Autriche perd des pans entiers de territoire grâce à l'alliance entre les Turcs et Richelieu. Ils n'ont pas tout à fait la même religion. Mais c'est plus une question de religion, c'est une question d'intérêt national. Alors, cette guerre couverte, elle se fait pendant des années, des années, des années. Alors, il n'y a pas d'entrée en guerre officielle de la France. Mais on n'empêche pas les nobles français, les simples soldats français, qui ont envie d'aller comme volontaires se battre contre les Espagnols ou contre les Autrichiens, on ne leur interdit pas d'y aller. Alors, officiellement, on ne les connaît pas, hein, c'est des volontaires. Les volontaires, ils font ce qu'ils veulent. Mais en réalité, évidemment, ils sont soutenus par le gouvernement de Richelieu. Donc, vous voyez, alliance avec des princes étrangers, quelle que soit leur religion, envoi de volontaires, on va mettre ça entre guillemets. Vous savez, on a un exemple près de nous, la guerre de Corée. La Chine n'a jamais participé à la guerre de Corée. Mais elle a envoyé, elle a laissé partir des dizaines de milliers de volontaires chinois se battre aux côtés des Nord-Coréens. Ça, c'est une méthode qui est simple. Si on regarde le Moyen-Orient, il n'est pas interdit de penser qu'il y a certains États qui sont activement impliqués dans ce qui se passe. Mais officiellement, pas du tout. Rien, on finance personne, on n'est pas engagé, etc. Mais ils ont évidemment plutôt une active sympathie pour tel camp plutôt que pour tel autre. En tout cas, donc ces méthodes, Richelieu les applique sur une grande échelle. En 1635, donc il est Premier ministre depuis 11 ans, en 1635, il est obligé d'engager la France directement. Pourquoi? Ben parce que tous les alliés se sont fait battre les uns après les autres. Les Suédois ont fini par se faire battre. Les Danois ont fini par se faire battre. Les Turcs, on n'en parle pas, mais ils sont contenus sur le cours du Danube et ils n'avancent pas pour le moment. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose, la confrontation directe. Donc, on est obligé de déclarer la guerre à l'Espagne et à l'Autriche. Mais il faut quand même tenir compte aussi de l'opinion publique française. C'est quand même les deux grands États, comme je disais tout à l'heure, catholiques. Au nom de quoi est-ce que le cardinal de Richelieu, Premier ministre, va pousser le roi de France, Louis XIII, roi très chrétien, à déclarer la guerre à l'Espagne et à l'Autriche?
Eh bien, on va trouver une très bonne raison qui va devenir le cheval de bataille de la France depuis cette époque. C'est au nom du droit naturel des gens. Qu'est-ce qui se passe? Les ennemis, là, vraiment ces ennemis espagnols et autrichiens, ont osé kidnapper l'archevêque de la ville de Trèves, en Allemagne, qui est un protégé du roi de France. Alors, on met en demeure les Espagnols et les Autrichiens de rendre sa liberté à l'archevêque de Trèves et de lui rendre ses états, son évêché. L'Espagne ne veut rien entendre. Alors, on envoie de façon tout à fait officielle, comme au Moyen-Âge, on envoie un monsieur chamarré, un héros, comme on dit, un héros d'armes, au nom du roi de France. Il va jusqu'à Bruxelles. C'est plus court que d'aller jusqu'à Madrid, mais Bruxelles, ça appartient aux Espagnols. Il va jusqu'à Bruxelles et dit, voilà, on vous a fait sommation de libérer l'archevêque de Trèves, vous avez refusé de le faire, eh bien le roi de France vous déclare la guerre au nom du droit naturel des gens. C'est beau quand même. Et donc on se range à partir de ce moment-là dans la phase qui est la phase dite de la guerre ouverte, qui est cette guerre dans laquelle effectivement on a les problèmes d'armée, les problèmes de qualité de l'armée que je viens de vous indiquer. Mais quand Richelieu meurt en 1642, la France est en train de grignoter les Espagnols et les Autrichiens. Ce n'est pas des succès gigantesques, mais enfin, il y a l'insurrection, comme j'ai dit, du Portugal et de la Catalogne. Bon, on ne va pas les garder, mais il y a la conquête du Roussillon, et ça, on le garde. Et puis, sur la frontière du Nord, de la France à cette époque, elle n'est pas du tout là où elle est aujourd'hui. Elle est sur la vallée de la Somme. C'est-à-dire que Arras, c'est une ville espagnole. Lille, c'est une ville espagnole. Valenciennes, c'est une ville espagnole. Et donc, il commence à y avoir des batailles pour la conquête de ces villes. Dunkerque est une ville espagnole. Et petit à petit, donc, on arrive à remporter des victoires contre les Espagnols et de guerre de siège en guerre de siège à s'emparer d'un certain nombre de ces villes. Alors, je vais prendre une image. Vous allez peut-être me dire, mais comment est-ce possible si les armées sont si mauvaises et les Espagnols si bons, comment ça se fait que petit à petit on les grignote? Je dirais, c'est un peu comme un match de boxe dans lequel vous avez un qui est très très fort, très brillant, très rapide, dont tous les coups font mal, mais l'adversaire, alors lui, il est moins bon, mais il encaisse, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Alors il est peut-être un peu groggy de temps en temps, mais finalement c'est lui qui aura le dernier mot. Et le constat final, il est un peu affreux. C'est Richelieu lui-même qui le dit. Il dit, de toute façon, nous subissons des pertes très importantes en hommes. Et finalement, c'est pas plus grave, parce que nos femmes font tellement d'enfants. Finalement, nous finirons toujours par être plus nombreux que les Espagnols qui sont en plein recul démographique, que les autres peuples de l'Europe de cette époque qui sont loin, loin, loin derrière sur le plan démographique. Et il dit finalement, nous l'emporterons toujours avec eux, parce qu'il y a un moment où ils n'auront plus d'hommes. Et ça fait penser un peu à quelque chose que dira Napoléon Ier, après une bataille particulièrement sanglante. On dit, voilà, on a perdu des milliers d'hommes, etc. Alors il est triste devant ce spectacle du champ de bataille, mais l'armée française a gagné. Mais il dit, devant l'ampleur des pertes, bon, une nuit de Paris effacera tout ça. Alors, d'une certaine manière, ça a été aussi la chance de Richelieu. La chance de Richelieu, qui est d'être dans un pays qui, effectivement, a une forte natalité. Et il y avait également une autre chance qui est très importante, c'est que les champs de bataille sont à la périphérie de la France, mais la France a une forme compacte. Les Espagnols, ils peuvent se battre sur la frontière des Pyrénées. S'ils veulent se battre sur la frontière du Nord, la frontière des Pays-Bas, de la Belgique actuelle, il faut qu'ils envoient des troupes. Alors ils les envoient par où? Par la mer, il y a toujours le danger des flottes anglaises et hollandaises qui les guettent. Alors, les envoyer par terre. Alors à ce moment-là, on les envoie, on fait un petit circuit par la mer pour aller jusqu'à Gênes, ensuite on remonte jusqu'à Milan, on essaie de passer quand on le peut par les cantons suisses, ou alors on fait un grand détour pour arriver jusqu'en Autriche, et puis après on arrive jusqu'à la vallée du Rhin, et puis finalement on arrive à la frontière
française du Nord. Ça prend 4 mois. 4 mois, c'est long, il y a des dangers sur le chemin, et donc il y a un avantage stratégique certain pour la France. Vous pouvez faire passer une armée du sud vers le nord, ou réciproquement, avec beaucoup moins de délai et sans aucun risque, puisque vous êtes sur le territoire national. Alors, le bilan, on va le tirer rapidement. Le bilan, sur le plan français, incontestablement, Richelieu, je l'ai dit tout à l'heure, il jette les bases de la puissance de Louis XIV. Et ensuite, de l'importance de la France pendant tout le XVIIIe siècle, et on ne va pas encore aller au-delà parce qu'on pourrait le faire. Et il jette ses bases, il fonde l'indépendance du pays, et il permet au pays de sortir du statut de seconde zone pour se hisser parmi les grands de l'époque. Bon, ça c'est un premier point qui est très important. Deuxième point, il casse la maison de Habsbourg. L'Espagne, il lui porte des coups énormes. L'Autriche, il lui porte des coups énormes. L'Allemagne, alors Richelieu est le bourreau de l'Allemagne. Hein, quand on sort de la guerre, alors les traités qui s'appellent les traités de Westphalie, qui vont être signés en 1648, ils sont signés après la mort de Richelieu. Hein. La paix avec l'Espagne, ce sera encore beaucoup plus tard, 1659, le traité des Pyrénées. Mais 1648, les traités de Westphalie pour l'Allemagne. L'Allemagne, elle est exsangue. Elle a perdu au minimum 30% de sa population et elle est émiettée en 360 principautés. Voilà. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles les historiens français, style Michelet, Renan, d'autres de la Troisième République, après la défaite française de 1870-71, ont bâti un Richelieu extraordinaire. Le fait qu'il soit cardinal, ça ne les gênait pas du tout, mais ça a été un grand homme de la France, parce que ça a été le bourreau de l'Allemagne. Voilà. Et ça, c'est donc un point qui est important. C'est peut-être pas très joli, mais c'est un point qui est extrêmement important dans la constitution de l'indépendance de la France et de sa, comment dire, robustesse, si vous voulez, sur le plan international. Ensuite, il a laïcisé la politique internationale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, il a déconnecté des questions religieuses. Il a dit, la religion, c'est une chose. La religion, même des chefs d'État, c'est une question de conscience personnelle. Et puis, à côté de ça, il y a l'intérêt de l'État. Et il s'appuie pour ça sur un concept qui est complètement nouveau. Mais cette époque, c'est l'époque, ce qu'on pourrait appeler le siècle de Descartes. Et ce concept complètement nouveau, c'est celui de la raison. Ce n'est plus la foi qui nous guide, c'est plus les injonctions du pape, mais c'est la raison. Alors, évidemment, il y a deux raisons. Il y a la raison des individus, et puis il y a ce qu'il appelle la raison d'État, qui ne se plie pas aux mêmes règles. Mais n'empêche qu'on dit toujours, c'est de là que ça vient. C'est des calculs du cerveau que viennent, en définitive, les décisions politiques. Ce n'est pas d'une affinité religieuse, d'une affinité intellectuelle, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a également autre chose qui est très important pour la France, c'est qu'il a contribué à forger l'unité nationale. Il est arrivé au poste de Premier ministre avec cette histoire de parti des bons Français, et pendant tout le temps où il était Premier ministre, on a continué à écrire. Alors on s'est insulté puisqu'il n'avait pas que des amis, il y a des guerres de pamphlets épouvantables. Mais il a toujours ce fonds de commerce avec un mot que l'on utilise de plus en plus, qui est le mot de patrie. Vous voyez, il y a le royaume, mais on emploie de plus en plus le nom de patrie. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est très nouveau. On voit apparaître ce mot dans le vocabulaire politique. Ensuite, un dernier point qu'il a institué en France, c'est une politique culturelle et une politique de l'information en même temps. Alors je vais commencer par l'information. Il a été un extraordinaire manipulateur de la presse. Vous savez, en particulier, il y a un prix Théophraste Renaudot. Théophraste Renaudot, souvent considéré par les journalistes un peu comme leur héros. En fait, Théophraste Renaudot, c'est le modèle même du journaliste vendu au pouvoir.
C'est Richelieu et le père Joseph qui lui ont dit « Théophraste Renaudot, on se connaît un peu, puis tu as des casseroles, hein. Tu risques de passer le reste de ta vie en prison, sinon pire. Alors, on jette l'éponge, et tu vas créer un journal qui va s'appeler La Gazette, qui va paraître tous les 15 jours. On va te le financer, et on va te donner le texte des articles. » Voilà. Et Renaudot a été fidèle pendant toute la vie de Richelieu, justement, à ce message. Et il a fait La Gazette qu'on s'arrachait. Bon, il y avait 10 000 exemplaires. 50% de la population française était analphabète. Mais dans les campagnes, vous savez, il y avait un point où les gens se retrouvaient toujours, c'est le forgeron. Parce que le forgeron, c'est celui qui mettait les fers aux chevaux. Et on se déplaçait avec des chevaux, on utilisait les chevaux pour des travaux. Et puis, il fait chaud hein, quand on a un feu pour faire des chevaux. Donc, les forgerons, très vite, ils ont acquis le droit de distribuer des boissons. Donc, ils sont devenus cabaretiers. Et puis, lorsqu'il y avait du courrier qui arrivait, eh ben, le postillon, le courrier, où est-ce qu'il venait? Ben, il venait chez le forgeron pour faire vérifier les fers de ses chevaux, pour boire un coup. Et puis, on discutait des nouvelles. Et on discutait de La Gazette. Voilà. Et puis, bon, il y a eu d'autres journaux qui ont été créés, le Mercure de France, etc. Enfin, donc, très, très grand manipulateur de l'opinion. Et puis, toujours sur le plan intellectuel, et aussi un peu comme manipulateur, il a créé quelque chose qui était une politique culturelle, ça va en même temps. Alors, le plus bel exemple de cette politique culturelle, c'est ce qui s'appelle l'Académie française, qui a été créée par lui, pour créer, voyez, une règle du style, des mots, du sens des mots, et faire également avec l'Académie française une sorte de vivier des meilleurs auteurs. Et donc, il utilisait les écrivains, il a utilisé Corneille, il a utilisé d'autres écrivains pour écrire des pièces à programme. Je vais vous donner un exemple dans quelques minutes. Alors, ça, c'est le bilan, on va dire, du positif. Le bilan du négatif, bon, on l'a vu au passage, ça a été saigner la France comme c'est pas possible, et donner à la France l'habitude d'être saignée. C'est ça aussi en plus, d'arriver finalement à ce que les Français supportent, jusqu'au moment où ils se révoltent, alors brutalement, de façon sanglante, et ils en donneront des exemples au moment de la Révolution française, par exemple. Et puis, également, de créer une structure, alors je vais employer un mot d'aujourd'hui, des structures technocratiques. Il ne s'est pas occupé de faire la moindre réforme qui soit, il a utilisé les structures du pouvoir qui étaient là, les classes sociales qui tenaient les pouvoirs, et il les a utilisées comme des serviteurs de sa politique. Et ça a marché jusqu'à la Révolution française. Ça, c'est les deux principaux éléments qui sont les éléments négatifs dans le bilan. Du côté européen, qu'est-ce qu'il a fait du côté européen? D'abord, il a beaucoup contribué à faire de l'Europe un champ de bataille, et faire un champ de bataille donnant conscience qu'on est de l'Europe et qu'on est en Europe. Ça peut vous paraître paradoxal, ça peut vous paraître cynique, mais il a, à cause de ça, fait progresser l'idée d'Europe parmi tous les pays qui ont participé à la guerre, et ils ont tous participé à la guerre. Ensuite, deuxième point, le développement du pouvoir absolu du roi de France a donné des idées à tous les autres rois et souverains. Et donc, l'absolutisme a progressé dans toute l'Europe. Et ça, on le voit pendant toute l'époque de Louis XIV, pendant tout le XVIIIe siècle. Et c'est pour ça que, au moment de la Révolution française, l'Europe est composée d'États dans lesquels on est beaucoup, beaucoup moins libre qu'on l'était 200 ans avant. Parce que l'absolutisme a progressé d'une manière considérable, à l'exemple de ce qui se passe en France. Qu'est-ce qu'il a fait également à l'égard de l'Europe? Bon, alors il a probablement semé également sur le moyen et le long terme des germes de conflits ou des germes de guerre. Il y a toute une école d'historiens allemands qui a dit, par exemple, s'il n'avait pas brisé l'Allemagne comme il l'a fait, ben, il n'y aurait pas eu la volonté de revanche de la part des principautés allemandes, la volonté des Allemands de pouvoir se faire un pays, et surtout, il a donné aux Allemands la conscience que les seuls qui les empêchaient d'avoir un État, c'était la France.
Donc la France était l'ennemi héréditaire des Allemands. C'est vrai, c'est pas vrai, etc. C'est un point, en tout cas, qui est revenu à de nombreuses reprises. Le dernier point qu'il a fait également, vis-à-vis de l'Europe, ça a été naturellement de prendre l'Europe comme le cadre de la guerre, de l'action qu'il menait, mais aussi de faire prendre conscience à l'Europe qu'il y avait de plus en plus un jeu international. Il a par exemple, avec les Hollandais et avec les Anglais, beaucoup joué pour couper les routes de l'arrivée d'or des Amériques vers l'Espagne. Vous savez, les galions qui sont pris d'assaut, les corsaires. Un corsaire, c'est pas un pirate. Un corsaire, c'est un propriétaire de bateau indépendant, c'est un petit entrepreneur. Bon. À qui le roi de France donne l'autorisation de faire la course, d'attaquer les bateaux. Alors il dit par exemple les bateaux espagnols. Il ne faut pas attaquer les Anglais ou les Hollandais qui sont nos amis en ce moment, mais les bateaux espagnols tant que vous voulez. Alors naturellement, si les Espagnols vous attrapent, ils vous pendent. Mais si vous attrapez le bateau espagnol et vous revenez en France, vous avez droit à une médaille de héros. Voilà, mais c'est une entreprise indépendante. Hein. On est dans un système libéral, si on peut dire, dans ce domaine. Et donc, on utilise ce système, on le développe énormément, et l'activité de corsaire élargit le domaine d'activité, si on peut dire, des relations internationales à cette époque. Notre ami cardinal de Richelieu s'intéresse également beaucoup à ce qui se passe à l'est de l'Europe. Alors par exemple, grâce aux Marseillais, il est très renseigné sur ce qui se passe entre la Turquie et la Perse. Enfin, c'est une zone sensible entre la Turquie et la Perse. De temps en temps, il y a des guerres entre le sultan et le Shah de Perse. Et ça a une conséquence commerciale qui est que la route de la soie est coupée. Elle n'est plus sûre. Que fait Richelieu? Il se dit, on pourrait peut-être contourner le problème. Et il envoie un diplomate qui connaît bien les questions commerciales. Il l'envoie d'abord vers le Danemark pour négocier avec le roi de Danemark des tarifs favorables pour les bateaux français qui traversent les détroits danois. Il obtient une réduction de 75%, ce qui est pas mal. Puis ensuite, il va jusqu'à la Moscovie. Et puis il y a un grand-duc de Moscovie avec lequel il négocie la création de 3 places commerciales pour les Français. Très bien. Et puis, il s'en va jusqu'à la Caspienne. Et puis, à partir de la Caspienne, il commence à s'engager vers l'Asie centrale pour aller rattraper la route de la soie, voyez, en contournant Istanbul et la Perse. Et tout ceci se fait. C'est une route commerciale qui se crée. Un peu avant la mort de Richelieu, le sultan et le Shah d'Iran se réconcilient, et donc la route normale, si je peux dire, elle est rétablie, mais le commerce français avec la Russie et avec la Baltique de façon générale va se fonder à cette époque. Et il va durer pendant des décennies et des décennies. Donc, vous voyez, il y a là des visions qui sont des visions internationales. Et imaginez ce que ça pouvait être, ces missions. Ça a duré 3 ans, ce qui est déjà un exploit. Mais si vous imaginez la vitesse à laquelle on se déplace, regardez la difficulté. Mais il y a une constance, il y a une grande idée. Et pendant ce temps-là, on correspond sans arrêt entre l'envoyé spécial qui se déplace et Richelieu, lui, à Paris. Donc, ça, c'est, je dirais, les bilans qui sont les bilans contrastés pour la France et pour l'Europe. Richelieu est resté, et c'est là-dessus que je conclurai, un véritable héros dans l'histoire de France. Ça, c'est Michelet qui a fait de Richelieu un dieu, et c'est Michelet qui a fait de Richelieu le bréviaire de tous les hommes politiques. Dans politique, quel est votre modèle? Richelieu, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il avait le sens de l'État. Voilà. Donc il avait le sens de l'État. Et puis ça a été un modèle, je dirais, d'animal politique et d'animal de gouvernement. Alors à côté de ça, il y a une question, est-ce que c'était un génie? On peut se poser la question. Est-ce que tout le monde peut être Richelieu? Bon, je vais vous dire, moi ma conclusion, c'est que c'était un Français moyen comme les autres. Il était ni plus courageux, ni moins courageux. Lorsqu'il y avait des défaites, il se déballonnait. En règle générale, il n'avait plus qu'une idée, qui était d'aller établir le gouvernement au sud de la Loire. Ça, c'est un vieux réflexe. Hein.
Et c'était Louis XIII qui avait le courage. Et Louis XIII, à un certain moment particulièrement pénible pour les armées françaises, qui lui a dit, écoutez, monsieur le cardinal, au contraire, montez dans votre carrosse, allez dans les rues, vous êtes blême, alors mettez-vous du vin sur les joues pour avoir une meilleure mine, et puis saluez la foule. Et s'ils me mettent en pièces, disait Richelieu, ben, s'ils vous mettent en pièces, ils vous mettent en pièces, tâchez de l'éviter. Et donc finalement, il sort dans les rues avec assez peu de courage, puis on ne le met pas en pièces, mais c'est Louis XIII qui tient bon, c'est Louis XIII qui a du courage, et pas forcément Richelieu. Et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, un mauvais coup, il était d'un tempérament maladif, très souvent, ben, il se met au lit. Hein, il se met au lit. Non, mais c'est pour ça. Alors, c'est pour ça que... Mais en fait, il a créé une organisation, un système, une structure qui faisait que, même quand lui n'était plus disponible intellectuellement, etc., il y avait autour de lui des collaborateurs, il y avait des ministres, il y avait des gens qui continuaient, qui faisaient leur boulot, qui allaient de l'avant, et qui faisaient qu'il y avait quand même une structure d'État qui continuait, qui est quelque chose qui est un des secrets de la France. Hein. On peut crier tant qu'on veut contre la technocratie, pourquoi pas, mais je veux dire, il se trouve que vous avez une ossature qui assure effectivement une certaine forme de continuité des actions de l'État. Alors, pour terminer, juste une chose, un mois avant de mourir, Richelieu donne dans son palais parisien une représentation. Et il invite tout le monde, le roi, la reine, la cour, à assister à une représentation. Alors, son palais, il s'appelle le Palais Royal aujourd'hui. Il s'appelait le Palais Cardinal jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, il a dit à Louis XIII, voilà, je vous fais cadeau de ce palais. Le Palais Royal, il n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, mais il était quand même déjà pas mal. Et dans le Palais Royal, il y avait une salle de théâtre. Parce que Richelieu considérait que le théâtre, c'était un élément de culture, mais un élément d'expression politique. Et Richelieu venait d'écrire, avec un auteur de l'époque, une pièce qui s'appelle tout simplement Europe. Et le sujet de Europe, qu'est-ce que c'est? Ben, il y a la belle Europe. Et la belle Europe, ben, elle est dans un beau pays, il y a des beaux paysages, il y a des gens qui sont par nature gentils. Puis simplement, le problème, c'est qu'il y a deux salauds. Hein, il y en a un qui s'appelle Ibère et l'autre qui s'appelle Germanique. Hein, et Ibère, alors c'est Ibère le plus fort, le plus ambitieux. Il est prêt à kidnapper Europe hein, pour l'épouser et pour devenir comme ça le patron d'Europe. Et il demande à Germanique de l'aider. Germanique, naturellement, ne demande pas mieux que de l'aider. Et puis, heureusement, en face d'eux, et puis de quelques comparses, hein, les autres, c'est des comparses. En face d'eux, il y a qui? Il y a un brave garçon qui n'a aucune ambition, sauf de permettre à Europe de faire sa vie comme elle veut. Et ce brave gars, il s'appelle Francion. Et donc, toute la pièce, c'est ça. Alors, il y a des très beaux vers, hein, à certains moments, des très beaux vers. On croirait, vous savez, vraiment le Cid. Il y a des passages qui sont très plats, mais il y a des très très beaux vers dans cette histoire d'Europe qui se termine bien, naturellement, vous pouvez l'imaginer. Parce qu'à la fin, c'est Francion qui permet à mater Ibère et Germanique et à permettre à la belle Europe d'être enfin indépendante. Voilà un peu notre ami cardinal de Richelieu. Vous voyez, il était cardinal de convenance, on dit. D'ailleurs, il disait encore la messe de temps en temps quand il était Premier ministre, mais il s'était fait dispenser par le pape de presque toutes les obligations religieuses parce qu'il n'avait pas de temps à perdre. Bon, vous avez sûrement des questions. Vous savez qu'un petit résumé. Hein. Oui. Bonsoir et merci beaucoup, premièrement. Donc vous avez parlé de la situation économique et fiscale en France, et j'aimerais savoir comment est-ce que c'est réglé, en fait, comment est-ce qu'on a retrouvé un niveau de stabilité dans ces domaines. Sur le plan économique? Et fiscal. Le plan économique et fiscal. Et fiscal. Alors, je vais commencer par fiscal. On n'a trouvé aucune stabilité avant la Révolution française. Je veux dire, le problème fiscal et financier de l'État français, il a continué jusqu'à la Révolution. L'État a toujours été besogneux
et toujours au bord de la banqueroute quand ce n'était pas dans la banqueroute elle-même. Alors, le moyen d'échapper à la banqueroute, c'était de ne pas payer les dettes, c'était le plus simple. Alors, une partie des dettes, c'était les salaires des fonctionnaires, donc on ne payait pas les salaires des fonctionnaires. Et puis, il y avait les dettes qu'on avait pour les emprunts. Alors, de temps en temps, on faisait ce qu'on appelait une conversion de la dette, c'est-à-dire qu'au lieu de payer, par exemple, 6% d'intérêt sur les obligations, on décide tout d'un coup que ça ne sera plus 6%, mais 5%. C'est simple, ça permet déjà d'économiser une quantité d'argent pas négligeable. Quand c'est des dettes à l'égard de princes étrangers, et ben on décide qu'on ne les paye pas. Alors si c'est des princes amis, on compte qu'ils vont quand même continuer à être amis. Et si ce n'est pas des princes amis, et ben de temps en temps on a un boomerang. Parce qu'ils décident de changer de camp. Voilà, j'avais un accord, on ne me donne pas mon argent, ben tant pis, je vais chez les autres. Hein. Donc c'est un problème qui n'a jamais été réglé jusqu'à la stabilisation de la Révolution, c'est-à-dire, on va dire, Napoléon Ier. Hein. Voilà. Et la monarchie française, elle est morte de ce problème. Hein. Elle est morte de ce problème. Voilà, donc il n'y a pas eu de stabilisation, et Richelieu est l'un de ceux qui ont le plus contribué à faire empirer la situation. Hein. Alors maintenant, ça dépend où on met le curseur. Hein, on dit il a eu une politique épouvantable. De ce point de vue-là, sur ce plan-là, il n'y a aucun doute. Et puis, on va dire, ah ben oui, mais l'excuse, la raison, c'était l'indépendance nationale, c'était qui n'est pas un argument fallacieux, c'est une réalité. La France est vraiment un pays de second ordre qui a été le champ de bataille de toute l'Europe pendant les guerres de religion. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Avant Richelieu, Henri IV, avec son premier ministre Sully, qui est l'inverse de Richelieu. Lui, Sully, s'occupe de politique intérieure, hein, et d'économie et d'infrastructure. Sully, c'est développement de l'agriculture. Vous savez, il y a une phrase qu'on lui attribue, mais bon, elle a été prononcée et écrite. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Enfin, c'est très joli. Et puis Henri IV, c'est je veux que chaque paysan puisse avoir, chaque famille puisse pouvoir mettre la poule au pot le dimanche. Bon. Donc c'est relancer l'agriculture, l'activité agricole, par toute une série de mesures, hein, et développer le bien-être de la population, surtout de la population agricole, rurale, qui est une large majorité de la population. Bon, ça c'est Sully. C'est un sage, mauvais caractère, grincheux, ronchon, désagréable. Et là, c'est l'une des 4 statues que vous avez devant le Palais Bourbon, parce que Sully, c'est resté un modèle protestant, hein, et qui lui ne s'est pas converti comme Henri IV par commodité. Sully était également ministre des Finances, et il avait constitué un trésor qui était l'équivalent de presque une année de budget à la mort de Henri IV, qui a été complètement dilapidé par Marie de Médicis et consigné. Il est également un grand homme pour les infrastructures, Sully. Un grand homme. Il avait, en regardant la carte de France, il avait constaté un fait géographique, c'est qu'il y a plusieurs bassins fluviaux qui ne communiquent pas entre eux, mais qui pourraient communiquer. Et il avait donc dessiné la carte de ce que pourrait être un réseau de canaux reliant les fleuves les uns aux autres. Ils avaient tous imaginé. Et il a entrepris le premier de ces canaux, qui est le canal de Briard, qui existe toujours, le canal de Briard, et qui joint le bassin de la Seine à la Loire. Un canal de 40 km avec presque 40 écluses. Les écluses ont été inventées par Léonard de Vinci. Gloire à Léonard de Vinci. Et qui a fait les premières expérimentations en France. Et donc, on fait le canal de Briard qui sera terminé seulement sous Richelieu et Louis XIII. Puis plus tard, il y aura le canal du Midi avec Louis XIV, etc., etc. Ça, c'est Sully. Ils mettent en place, on va dire, les ancêtres des ingénieurs des ponts et chaussées. Hein, ils créent un corps de techniciens, mais en même temps, ils mettent les techniciens en conflit permanent avec les gars des finances, les trésoriers de France. Hein.
que les techniciens ne dépensent pas trop, donc on les enquiquine sans arrêt avec des inspecteurs des finances. Système qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Et donc, ça c'est Sully. Ça n'a rien à voir avec la politique de Richelieu. D'ailleurs, lui, il ne s'intéresse pas à la politique étrangère que Henri IV en fasse si ça l'amuse, et lui, son boulot, Sully, c'est de mettre la France en ordre et de la développer. Donc, vous voyez, on est vraiment aux antipodes. Avec Richelieu, ça devient le désastre de ce point de vue. Colbert, plus tard, va essayer d'arranger les choses. Hein. Colbert, c'est justement quelqu'un comme Sully, pas du tout comme Richelieu. Mais est-ce que Richelieu avait des modèles, alors? Richelieu avait un modèle qui était Machiavel. Non, mais il s'en cachait pas. Hein. Il avait un modèle qui était Machiavel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conquiert le pouvoir et surtout comment est-ce qu'on le garde. Hein. Il a toujours eu une maxime qui est très importante dans son opinion, c'est comment est-ce qu'on garde le pouvoir. Et il a eu une phrase qu'il a inscrite dans ses mémoires, c'est tous les champs de bataille de l'Europe étaient plus faciles à gagner que les 4 pieds carrés du cabinet du roi. Et Louis XIII s'est méfié de lui jusqu'à la fin. Hein. Trop puissant, trop orgueilleux d'une certaine manière. Et il y a eu un certain nombre de cas dans lesquels Louis XIII a un peu ouvertement conspiré contre Richelieu. Mais par exemple, il n'avait pas du tout Sully comme modèle. Sully a vécu très longtemps, et moi je dirais c'est un peu le problème des anciens premiers ministres. Comment fait, quelle place ont-ils? Et tout ça, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de nouveautés sous le soleil. Et donc, il écrivait, il envoyait des lettres, et il publiait des articles en disant, mais non, à mon époque, moi j'ai pas fait ça, puis c'est pas comme ça qu'il faut faire telle ou telle chose. C'était une plaie pour Richelieu. Et Sully, il n'est mort qu'en 1641. Donc on peut dire Richelieu, il n'a eu qu'une année de tranquillité pour ce qui concerne les conseils, recommandations ou critiques de Sully. Pardon. Bonjour. Du coup, à la mort de Richelieu, qui est-ce qui a repris la politique et est-ce qu'il a repris justement sa lignée sur cette même politique? Alors, très très bonne question. Richelieu avait prévu de faire du père Joseph son successeur. Le père Joseph était un peu plus âgé que Richelieu, mais il avait une très très bonne santé, tandis que Richelieu était très maladif. Mais, vous savez, les accidents, ça existe, et donc le père Joseph a un beau jour une embolie, un truc cérébral, et il meurt. 4 ans avant Richelieu. Alors Richelieu décide à ce moment-là de se préparer un successeur en la personne d'un gars qui s'appelle Mazarin. Alors, voilà. Alors Mazarin, Giulio Mazzarini, encore un Italien, qui était à la solde du pape. Et Mazzarini, a été chargé de missions diplomatiques par le pape vis-à-vis de Richelieu. Et leur première rencontre est assez drôle parce qu'il y a une armée française à la tête de laquelle est Richelieu physiquement, et est en train de faire le siège d'une ville où il y a des troupes pontificales. Et le pape a envoyé Mazarin pour dire, il faut dire à Richelieu d'arrêter le siège, quoi. Alors Mazarin demande à être reçu par Richelieu, et puis il parle, et l'histoire raconte qu'au bout de 3 heures, Richelieu lui dit « bon, arrêtez maintenant », et Richelieu le laisse parler pendant 3 heures, sans discontinuer. Et à la fin, il lui dit « vous me parleriez 6 heures, que ça ne changerait pas ma détermination, allons dîner ensemble, je vous invite à dîner ». Et donc il dîne, et puis il lui pose des tas de questions, et Mazarin tombe sous le charme. Voilà. Et Mazarin, petit à petit, va évoluer, va être de moins en moins au service du pape, et de plus en plus au service de Richelieu. Ce qui fait que quand le père Joseph, avant que le père Joseph disparaisse, Richelieu propose à Mazarin de devenir l'adjoint du père Joseph. Et Mazarin accepte, en plus il est bien payé, on lui donne la nationalité française, hein, on fait les choses dans les règles. Et donc il est là, et quand le père Joseph meurt, Richelieu lui fait comprendre que, à sa propre mort, il va en faire son successeur, s'il survit bien entendu.
Et quand Richelieu meurt, et Richelieu, c'est qu'il est en train de mourir le 4 décembre 1642 au Palais Royal, et quelques heures avant sa mort, il demande à Louis XIII de venir le voir. Louis XIII vient lui rendre visite, et Richelieu lui dit à ce moment-là toute une série de choses. Il lui dit son testament, il lui dit son testament politique, et il lui dit, voilà, moi je vous lègue Mazarin, et je vous propose de le prendre comme Premier ministre. Et Louis XIII dit, c'est d'accord. Et donc, il va devenir le Premier ministre de Louis XIII pendant les quelques mois où Louis XIII va survivre à Richelieu. Et puis ensuite, à la mort de Louis XIII, lorsque Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, la veuve de Louis XIII, la mère de Louis XIV, devient régente, comme Marie de Médicis l'avait été avant, eh bien, à ce moment-là, Mazarin est auprès d'elle. Et puis Mazarin va finir par devenir son amant, son mari, etc., etc., et va traverser toutes les époques très difficiles de la Fronde. Et Mazarin, c'est l'héritier type de Richelieu. Voilà. C'est l'héritier type de Richelieu, il mène le même type de politique, avec les mêmes méthodes, et il permet de conduire la France à justement ces traités de Westphalie d'un côté et traités des Pyrénées de l'autre, qui établissent véritablement, je veux dire, la victoire de la France sur la maison d'Autriche. Et quand il meurt à son tour, il est le tuteur de Louis XIV. Il forme Louis XIV à son métier de roi, et c'est lui qui sert également beaucoup de transmetteur entre la doctrine de Richelieu, que Louis XIV n'a pas connue. Il est né en 1638, Louis XIV, et il ne pouvait pas connaître véritablement Richelieu, Premier ministre, qui est mort quand il avait 4 ans. Et c'est Mazarin qui joue le rôle de transmetteur. Et c'est Mazarin qui fait en sorte que Louis XIV décide, à la mort de Mazarin, Louis XIV dit « je ne prendrai plus de Premier ministre ». Voilà. Il me ferait aider par des ministres importants, mais la politique, et en particulier la politique étrangère, internationale, c'est moi qui la conduis. Voilà. Alors effectivement, Mazarin, ça a été le chaînon extrêmement important, pas le chaînon manquant, un chaînon très 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 présent pour faire la transition avec Louis XIV. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la relation entre Richelieu et Louis XIII, et notamment le terme mousquetaire par exemple. Est-ce que vous pouvez dire quelques petits mots dessus? Oui, bien sûr, je peux en parler. Louis XIII, je l'ai dit, il s'est méfié de Richelieu. Il s'est méfié de Richelieu au moment où il le nommait Premier ministre, et il s'est méfié de lui jusqu'à la fin. Hein, au point que tout à fait à la fin, il y a eu un épisode qu'on appelle la conspiration de Saint-Mars, 5 mars ou Saint-Mars, appelons ça comme on voudra, où en fait il apparaît que Saint-Mars, qui était le grand écuyer de Louis XIII, qui avait été placé auprès de Louis XIII par Richelieu, c'est la créature qui échappe à son maître, et Saint-Mars avait décidé de devenir Premier ministre à la place de Richelieu, et s'était quasiment fait donner l'autorisation par Louis XIII de le poignarder. Alors, c'était dans le cadre de tout un complot avec l'Espagne, etc. Et Anne d'Autriche était vraisemblablement dans le coup. Mais voilà, tout le texte du complot arrive entre les mains de Richelieu, et Richelieu donc va voir Louis XIII. Alors, Louis XIII dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais si, c'est bien ça, c'est vrai. Et à ce moment-là, Richelieu d'ailleurs s'entoure de encore plus de mousquetaires que d'habitude, parce qu'il se méfie de Louis XIII. Et finalement, Louis XIII donne son accord pour que on décapite Saint-Mars. Alors, qui a donné le traité? Alors, c'est ça qui est très intéressant dans l'histoire, si vous voulez. Se dit, mais comment est-ce que le traité, le texte du complot est arrivé entre les mains de Richelieu? Alors, Richelieu dit à Louis XIII, voilà, on l'a trouvé dans une barque qui s'est échouée près de Narbonne. L'histoire de la barque, ça ne tient pas la route. En réalité, c'est
Anne d'Autriche qui très vraisemblablement l'a donné à Richelieu. Parce qu'Anne d'Autriche, elle a calculé, je suis en bonne forme, hein, je suis en forme. J'ai le futur roi, et puis j'ai même un deuxième fils s'il arrive malheur au futur roi. Qu'est-ce que je vais m'enquiquiner avec Saint-Mars, avec des complots contre un Richelieu qui est mourant, hein, voilà. Et puis Louis XIII également mourant. Et elle a probablement été appuyée parce qu'elle complotait sans arrêt avec Madrid, hein. Elle était restée tout à fait espagnole, et elle complotait avec l'équivalent de Richelieu à Madrid qui s'appelait Olivares. Et Richelieu et Olivares étaient devenus, vous savez, un champion, ça arrive, hein. Je ne sais pas, vous vous dites c'est le match Obama-Poutine, etc. Alors c'était sans arrêt, et comment est-ce qu'il dort, et qu'est-ce qu'il mange, et qu'est-ce qu'il fait, et les femmes dans sa vie, et tout ça, c'est exactement ça. Et il finissait par avoir beaucoup de considération l'un pour l'autre. Et Olivares a, on le sait par des documents espagnols, donné conseil à Anne d'Autriche de larguer les comploteurs, les machins, etc. et d'être véritablement dans son rôle de reine, hein. Donc, ça, c'est l'illustration des relations entre Louis XIII et Richelieu. Alors, il y a eu des moments, on a beaucoup de correspondance entre eux, il y a beaucoup de mots. Alors, il y a des mots de Louis XIII à Richelieu qui sont très secs, hein. J'ai été à la chasse et j'ai tué 3 loups. Bon, très bien, bonjour. Et puis il y en a d'autres, je dis j'ai appris que vous êtes malade, ça me cause énormément de peine, je vais vous envoyer mon médecin, etc. Il y a des moments, vous savez, c'est cyclique. Il y a des moments de grande affection entre les deux, et puis il y a des moments où les relations sont extrêmement sèches. Alors c'est vrai que effectivement c'était toujours très difficile pour Richelieu de pouvoir être sûr de la confiance de Louis XIII. Alors, l'histoire des mousquetaires. Les premiers mousquetaires de Richelieu, c'est Louis XIII qui a imposé à Richelieu de les prendre parce que le jeune frère de Louis XIII, qui n'avait qu'une idée qui était de devenir roi à sa place, le jeune frère qui s'appelait Gaston d'Orléans, avait menacé, enfin avait dit à Richelieu, je vais te faire assassiner. Clairement, c'était dit, et donc Louis XIII a dit, il faut prendre ça très au sérieux, vous allez prendre des mousquetaires pour vous garder. Alors Louis XIII avait ses propres mousquetaires, et ensuite évidemment une rivalité s'est créée entre les mousquetaires du roi et les mousquetaires du cardinal. L'histoire est tout à fait véridique, de même que l'idylle entre Buckingham et Anne d'Autriche, elle est tout à fait véridique. Alors l'histoire des ferrets de la reine, ça c'est autre chose. C'est d'autres épisodes. Alexandre Dumas prenait différents morceaux pour enrichir la trame du récit. Et donc, l'histoire de Buckingham et de Anne d'Autriche est effectivement tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Oui, oui, c'est sûr. Bon, alors, il y avait auprès de Anne d'Autriche, quand elle était jeune épousée de Louis XIII, elle était un peu compassée, mais elle aimait bien rigoler quand même. Et alors, les rigolades étaient très vertueuses, hein, vous savez, à la cour de France à cette époque. Et Louis XIII ne plaisantait pas trop sur la correction des mœurs. Et il y avait auprès de Anne d'Autriche une dame qui était devenue sa meilleure amie, qui s'appelait la duchesse de Chevreuse. Alors, la duchesse de Chevreuse avait des aventures à n'en plus finir. Elle avait commencé vers l'âge de 14 ans, et puis avait multiplié les maris, les amants, etc. Et un jour, la duchesse de Chevreuse, avec Anne d'Autriche qui est enceinte, l'entraîne dans une grande course dans la grande galerie du Louvre. Vous voyez, on va rigoler dans la grande galerie, on fait la course. Et puis les robes sont assez longues et on s'en mêle les pieds dans les robes et on tombe. Alors Anne d'Autriche tombe en avant sur son ventre et elle fait une fausse couche. Alors, c'était pas la première fausse couche de Anne d'Autriche. Et Louis XIII le prend mal, en disant, écoutez, votre rôle, c'est de me donner un fils. Ça fait déjà la deuxième ou la troisième fois que vous faites rater. Donc, ma chère épouse, il va falloir être plus sérieuse.
Hein, vous avez 24 ans, 25 ans, c'est plus l'âge des gamineries. Et quant à la duchesse de Chevreuse, on l'exile. Bon, alors là-dessus, elle change de mari et elle trouve le moyen d'épouser le duc de Chevreuse. C'est le moment où elle devient duchesse de Chevreuse. Avant, elle était princesse de Rohan, duchesse de Montbazon. Voilà, elle a changé de titre en même temps que d'époux à plusieurs reprises. Et elle se met avec le duc de Chevreuse, qui est envoyé en Angleterre pour négocier avec la cour de Londres le mariage de la plus jeune sœur de Louis XIII, qui s'appelle Henriette, avec le roi d'Angleterre, Charles Ier, celui qui aura la tête coupée plus tard. Et donc, on négocie le voyage, et là-dessus, la duchesse de Chevreuse prend comme amant un duc qui s'appelle le duc Hollande, qui est le bras droit du Premier ministre, ça ne s'invente pas, qui est le bras droit du Premier ministre de Charles Ier, qui est le duc de Buckingham. Et avec Hollande, elle dit quand même, ce salopard de Louis XIII, il va me le payer, le coup qu'il m'a fait de m'exiler, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et alors, tous les deux ont une idée. Et la duchesse de Chevreuse n'a pas une haute opinion de Anne d'Autriche. Diane d'Autriche, elle est assez sotte. Elle est assez sotte. Alors, je pense qu'on peut faire naître à distance. Hein. Le téléphone n'existe pas, Internet n'existe pas, mais on peut s'envoyer des tableaux, hein, des portraits. Et alors, de faire naître à distance une folle passion de Anne d'Autriche pour le duc de Buckingham qu'elle n'a jamais vu. Alors Anne d'Autriche, on dit, c'est la plus belle femme d'Europe à l'époque, et Buckingham, c'est le plus bel homme d'Europe de l'époque. Donc ça va faire les people, vous voyez, le plus bel homme et la plus belle femme, on va les faire s'aimer. Et elle se débrouille pour pouvoir revenir en France quelque temps après, et puis auprès de Anne d'Autriche. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Londres? Ah, Majesté, ma chère, hein, il y a un truc extraordinaire, il y a un homme d'une beauté, il s'appelle Buckingham, mais d'ailleurs il va venir à Paris parce qu'il va représenter Charles Ier pour la négociation du mariage avec Henriette. Buckingham arrive, et tous les deux, quand ils se voient, le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre. Alors, c'est tellement le coup de foudre que ça en devient indécent. Hein. Alors, Louis XIII, il dit rien, hein. Mais Marie de Médicis vient morigéner Marie d'Anne d'Autriche, c'est pas comme ça qu'on se comporte, enfin quand même. Et Richelieu aussi vient dire, moi en tant que cardinal, je vous dis qu'il faut garder quand même le sens de la mesure. Et on finit par décider d'éloigner Buckingham le plus vite possible. Mais Buckingham, il ne veut pas se laisser éloigner. Alors il s'en va, et avant de reprendre le bateau pour l'Angleterre, il revient, alors il ne revient pas à Paris directement, parce que la cour a déjà quitté Paris. On va amener Henriette d'Angleterre jusqu'au Havre, hein, où elle va embarquer pour l'Angleterre. Henriette de France, mais elle s'appelle maintenant Henriette d'Angleterre. Et donc, on fait escale, si je peux dire, à Amiens. Et Buckingham arrive à Amiens, et là, il faut absolument qu'il voie Anne d'Autriche. Et la duchesse de Chevreuse se débrouille pour que le soir, après une après-midi de conversation, alors il y a un public nombreux tout autour, hein, et Richelieu a cherché à truffer le public de messieurs et de dames qui sont prêts à le renseigner. Et à un certain moment, le soir commence à tomber, et insensiblement, Buckingham et Anne d'Autriche s'égarent tout seuls dans les bosquets. Voilà. Alors, attendez, l'histoire n'est pas finie. Il s'égare dans les bosquets, et tout d'un coup, on entend Anne d'Autriche pousser un cri. Alors, on accourt, et notamment parmi les plus empressés, deux dames qui étaient à la solde de Richelieu. Et elles accourent, et elles trouvent Anne d'Autriche avec une tenue un peu défaite. Bon. Alors, on la ramène, et Buckingham, lui aussi, il a une tenue un peu défaite, il est un peu échevelé, et un peu penaud, il revient, mais madame, etc. Bref, on les écarte. Alors après, il va y avoir qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On veut savoir. Alors, après, il va y avoir donc le rapport fait à Marie de Médicis, fait à Richelieu, puis pour finir à Louis XIII, où on va dire, voilà, une des dames qui était là, on va dire, pour ce qui est de la vertu de la reine, je la garantis de la ceinture jusqu'aux pieds. Voilà. Donc on comprend que ce qui s'est passé, c'était au-dessus de la ceinture. Alors, Louis XIII, mort de jalousie évidemment, et qui en voudra toujours à Anne d'Autriche. Il y a eu un moment où il voulait même la répudier, garder les fils près de lui et renvoyer Anne d'Autriche à Madrid. Et c'est Richelieu qui a empêché qu'il la renvoie à Madrid, par calcul aussi. Enfin voilà la sombre histoire de Buckingham et Anne d'Autriche. Je crois qu'il y a une dernière question. Oui, pardon. Bonsoir. En fait, ma question portait sur comment la politique de Richelieu, si c'est bien la politique de Richelieu, a amené les nobles en fait à mener la fronde contre l'héritier qui est Louis XIV, et comment son héritage politique en fait a permis à Mazarin de s'en sortir justement de cette fronde. Très bonne question. Alors d'abord, une régence, c'est toujours une période de faiblesse, parce que les nobles se disent c'est une femme, donc c'est moins costaud qu'un homme. Et ensuite, il y a une conviction chez les nobles, c'est que l'État, le royaume, à cette époque, hein, c'est comme ça, c'est une copropriété des nobles. Hein, je crois que c'est très important d'avoir bien cette idée à la tête. Et parmi les nobles, ce qu'on appelle les grands, c'est-à-dire les gens qui sont de la famille royale, ils considèrent que ils ont droit maintenant à une part du gâteau. Alors, il y a à la fois la volonté de gouverner. Alors, Louis XIII avait fait un conseil de régence où Anne d'Autriche était noyée parmi les nobles, les gens du Parlement, etc. Anne d'Autriche, aidée par Mazarin, va au Parlement et obtient du Parlement qu'il casse le testament de Louis XIII et nomme Anne d'Autriche seule régente. Alors, les grands, ils sont frustrés. Là, ils espéraient participer au gouvernement, mais ils demandent en tout cas des sous. Hein, ça, ils veulent des sous, et la monarchie n'en a pas beaucoup. Alors, donc déjà, ça entretient une certaine instabilité. Bon, les grands ne déclenchent pas la fronde tout de suite. Hein. Les premiers qui déclenchent la fronde, c'est les parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient les remerciements d'Anne d'Autriche. Et Anne d'Autriche, elle ne veut pas mettre la monarchie sous le contrôle des parlementaires, qui est ce qu'ils demandent. Et puis elle n'a pas d'argent à leur donner. Alors donc, ils commencent à monter le ton, et puis à dire, nous on est les parlements, on est les censeurs, j'allais dire un peu, il n'y a pas de les parlements, le mot est trompeur. Mais vous avez à l'époque le Parlement d'Angleterre qui donne un spectacle qui ne peut qu'inspirer les parlementaires français, hein, puisque les parlements anglais, enfin les parlementaires anglais, c'est-à-dire les lords qui comprennent la noblesse et le clergé, et les communes qui comprennent ce qu'on appelle le tiers-état en France, les bourgeois. Alors, vous savez qu'en Angleterre, il y a depuis, vous connaissez la date de la fondation du premier régime parlementaire du monde, le contrôle parlementaire, 1215. Ouais. L'époque où Jean Santerre, qui avait été chassé du pouvoir en Angleterre, est obligé, pour pouvoir récupérer le pouvoir, de signer ce qu'on appelle la Grande Charte, qui établit le contrôle du Parlement sur le budget. Il faut un budget. On dit on ne va plus courir derrière vous maintenant avec vos demandes sans arrêt d'argent. Vous nous faites un budget pour l'année qui vient et nous on le décortique, on l'épluche et on l'approuve ou on ne l'approuve pas. Et donc Charles Ier d'Angleterre a décidé de s'affranchir du contrôle parlementaire, ce qui fait qu'il a provoqué la révolution contre lui. Et puis un chef des communes qui s'appelait Olivier Cromwell a fini par gagner une série de batailles contre Charles Ier. Charles Ier a été fait prisonnier, on lui a fait un procès et on l'a décapité. Voilà. Et ça inspire beaucoup de milieux français. Hein, il y a beaucoup de pamphlets qui disent « Français, qu'attendez-vous pour faire ce que font les Anglais ?» Bon, donc vous voyez, la période là, elle est très tangente et les parlementaires, ils s'y croient déjà. Hein.
Alors, Mazarin fait emprisonner les leaders des parlementaires, et puis il y a un tel soulèvement dans les rues de Paris qu'il est obligé de les libérer. Et donc, c'est un gros échec. Bon, il va finir par y avoir, il y a des tas d'épisodes, passons, et puis il y a un moment où il y a, par la lassitude des parlementaires, ils ne sont pas faits pour soutenir des guerres civiles longues, hein. Au bout de 3 ans, ils finissent par signer un accord avec Anne d'Autriche et Mazarin. C'est le moment que choisissent les nobles, les grands, les princes, pour se révolter à leur tour. Et c'est la Fronde des princes, où on voit alors Condé, général célèbre, un moment avec Anne d'Autriche, un moment contre. Turenne, un moment avec Anne d'Autriche, un moment contre. On voit bien là les nobles qui ne suivent que leurs intérêts, hein, et opportunistes. Alors là, il y a des guerres. La Fronde des princes, elle est particulièrement sanglante, parce que les princes, ils savent faire la guerre. Donc elle est particulièrement sanglante, désolation dans les campagnes, et là aussi, Mazarin finit par trouver les accommodements, etc. Et donc on arrive comme ça à la fin des 2 frondes. Et à ce moment-là, j'allais dire, les parlementaires et les princes, ils sont complètement matés. Il y a quand même beaucoup de nobles qui sont morts, il y en a beaucoup qui se sont ruinés à ce petit jeu. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? La paix est revenue. On a moins besoin d'argent pour payer les États alliés, les armées de mercenaires, etc. Donc on a de nouveau pas mal d'argent pour payer les nobles. Et puis, Louis XIV va commencer le système qui va si bien lui réussir, qui est, à travers la cour, de pouvoir emprisonner et annihiler les nobles. Voilà, et c'est ça qui va permettre en définitive de garder l'héritage de Richelieu et Louis XIII. Louis XIII était appuyé Richelieu, mais en même temps, de temps en temps, il n'oubliait pas que le roi de France est le premier des nobles. Mais à d'autres moments, il était beaucoup plus sévère que Richelieu. Par exemple, sur les duels, ce n'était pas Richelieu qui était le plus arc-bouté sur les duels, c'était Louis XIII. Parce qu'il considérait que c'était une insulte qu'on lui faisait à lui, premier des nobles, de se battre en duel au lieu d'aller faire couler son sang à la guerre. Compliqué la France. Hein. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Caron. Merci à vous.